Bienvenue à toutes et à tous. Le débat à faire croiser est donc ouvert. Et sur ce débat, c'est bien le docteur Aimé Tiefa. Il est socio-anthropologue, il est expert en stratégie de développement. Il est le coordonnateur du forum Regard Scientifique. Alors, bonjour, monsieur Aimé Tiefa. Bonjour. Docteur Aimé Tiefa, c'est pour la toute première fois que nous vous recevons ici. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Merci. C'est seulement hier qu'on vous a sollicité, à une certaine heure, que je me garde de préciser. Merci. Bonjour Stéphane Oussouga. Bonjour à vous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Dynamisme Info. Au menu, comme je vous l'ai soufflé à l'entame de cette émission, comment les citoyens béninois apprécient-ils les comportements des acteurs politiques, les comportements des hommes politiques, si vous le voulez, autrement dit, les comportements électoraux, pour faire usage du thème, moi soufflé par le docteur Aimé Tiefa. Alors, à l'instar des coachs, des sélectionneurs, des entraîneurs, si vous le voulez, à l'avant-veille d'un match de foot ou autre discipline, eh bien, les différents acteurs de l'anderlo politique béninois font usage de stratégies diverses. Alors, ceci pour gagner non seulement la confiance du peuple, mais aussi et surtout pour gagner la confiance des mouvements, partis politiques et autres. Et au menu, bien évidemment, en outre des cas de transhumance, à la limite de trahison, de changement de veste. Alors, comment le peuple béninois apprécie-t-il ces comportements? C'est la principale interrogation qui nourrit ce débat. Faire croiser. Docteur Aimé Tiefa, à nouveau, bonjour. Bonjour, monsieur Davor. Alors, la principale interrogation, c'est par elle que nous démarrons. Avant et après, nous allons revenir à des cas spécifiques que vous savez que je sais. Alors, comment, selon vous, en tant que socio-anthropologue, les citoyens peuvent-ils apprécier ces comportements électoraux? Ok, d'abord, je voudrais dire que je suis sur ce plateau en tant qu'universitaire. Je n'ai pas de chapelle politique, je suis universitaire, j'observe ce qui se passe. C'est important. Et en tout détachement, j'analyse et je rends compte. Je n'ai pas d'intérêt particulier, surtout d'intérêt partisan lié au militantisme politique, que cela soit entendu. Je voudrais également faire un second préalable, c'est important. Nous allons beaucoup conjecturer, c'est-à-dire on parlera de faits qui ne sont pas forcément survenus, mais desquels nous pouvons partir pour comprendre des faits qui sont survenus. Donc que cela soit entendu que nous sommes dans un exercice hypothético-déductif, un exercice de conjecture. Alors, ceci dit, je voudrais d'abord rappeler ceci, il n'y a pas de mouton de Panurge, il n'y a pas de bœuf. Donc, nous, en sciences politiques, on ne parle pas tellement de transhumance politique, mais on parle de mouvement politique. Selon qu'un acteur A bouge de son champ originel pour se retrouver dans un autre champ continu ou revienne encore à l'origine, il s'agit de mouvement politique. Il faut corriger quelque peu le caractère péjoratif. Bon, pas forcément, mais moi, en tant que scientifique, je ne peux pas utiliser le vocabulaire ou le jargon standard. Je suis tenu de rester collé aux exigences de ma science parce que, en dehors de vous, en dehors des téléspectateurs, il y a également mes compères qui me suivent et qui m'évalueront. Donc, il ne faut pas perdre cela de vue. Donc, l'ensemble donc à l'exercice. L'ensemble de ces mouvements permet de déterminer simplement ce qu'on appelle la dynamique politique. Vous savez, les partis politiques en Afrique et dans nombre de pays asiatiques et ailleurs ne sont forcément pas alignés du point de vue idéologique. En France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, on vous parlera de l'alignement idéologique des partis politiques. Maurice Duverger parlait déjà de ce que les partis politiques se créent avec une bonne dose d'idéologie autour. C'est-à-dire que vous allez voir des partis qui, à la naissance, en France par exemple, sont de la gauche. Il y en a qui sont de la droite et il y en a qui sont du centre. Et encore, on cherche des extrêmes de part et d'autre. Donc on a l'extrême gauche, on a l'extrême droite, on a le centre gauche, on a le centre droit. Le même principe existe aux États-Unis où on vous parle de républicains et de démocrates.
D'accord. Vous allez en Allemagne, en Italie également, la même chose existe. On vous parlera des chrétiens démocrates. En Grande-Bretagne, on vous parlera des conservateurs, on vous parlera de Labour Party ou des partis travaillistes, du parti travailliste. Donc, ce sont des lignes et des idéologies politiques par rapport auxquelles quasiment vous êtes calé et le mouvement n'est pas tout à fait facile. Donc, vous comprenez. Cette logique idéologique n'est pas exprimée de la même manière ici. Est-ce qu'elle est exprimée? Vous connaissez quelqu'un ici qui vous dit « moi je suis de la gauche » ou « nous sommes des socialistes purs » et quand vous les voyez, ils ressemblent effectivement à des socialistes. Il y en a qui se réclament socialistes. Non, il ne s'agit pas de se réclamer. Le pouvoir politique, dans son exercice, répond à un certain nombre de normes. Quand vous voyez un chef d'État au sommet de l'État exercer le pouvoir pendant environ une année, tout de suite vous allez lire sa ligne politique, son idéologie politique, c'est pas caché. Ce n'est même pas à lui de dire tellement ce qu'il est. Mais les universités sont là, les spécialistes sont là, et en observant tout de suite, on rend compte de ce qu'il est de visu. Ça n'existe pas ici. Il ne faut pas qu'on se mente. En définitive, combien de partis politiques réels et sérieux nous en avons ici? Nous en avons très peu. Et c'est de cela qu'il s'agit. Alors, lorsqu'il y a cette opacité, cette grande pagaille quant à l'alignement de nos partis politiques sur des idéologies politiques réelles, c'est qu'on en arrive à ce qu'on appelle une sorte de désordre politique. Benjamin Constant parlait de ce que les partis politiques qui n'obéissent pas à la typologie habituelle, classique et unitaire reconnue sont des partis qui évoluent dans l'opacité, opacité idéologique. Un parti politique n'est pas créé autour d'un homme. Il est créé autour d'une vision, autour d'une idéologie politique, autour d'un bloc politique. Si vous voulez, on peut en arriver encore sur les détails relatifs à la typologie des partis politiques. Bon, on va y revenir, docteur Emechifa. Stéphane Oussougan, oui. Je ne vous poserai pas la question, je ne vais pas la reformuler de la même manière. Dans vos investigations au cœur de votre rédaction Dynamisme Info, quels sont les retours que vous avez, quelles sont les appréciations, les ressentis des populations sur les comportements électoraux? Bon, parlant des comportements électoraux, comme vous l'avez dit, je pense que la population est là, les électeurs sont là pour observer les hommes politiques selon qu'ils se réclament de tel ou de tel côté ou de tel camp. Bon, ici, nous, on connaît plus la mouvance. Vous avez bien fait de choisir côté et non idéologie. Juste, bon, ici, nous, on connaît plus de camps que d'idéologie. On connaît la mouvance, on connaît l'opposition. En dehors de ça, plus rien. Aucun parti politique ne peut se réclamer vraiment être idéologique. Et je pense que c'est ce qui rend la vie politique ou bien la scène politique un peu désordonnée. C'est ce qui fait que on n'arrive pas à nourrir de grandes ambitions pour le pays parce que c'est au gré des intérêts en présence, c'est au gré des défis en présence qu'on s'unit. Et on peut s'unir aujourd'hui et demain et se séparer en fonction de ce que nos intérêts n'ont plus le même point d'intersection. Et donc, parlant du retour des populations, je pense que les populations apprécient selon leur point de vue et selon leur voie politique. Par exemple, si des gens se regroupent au sein de l'opposition, les électeurs ou bien des gens qui apprécient les actions de l'opposition vont dire que c'est une bonne chose. De l'autre côté de la mouvance, ils vont dire que c'est du pipeau, et comme on a l'habitude de le dire. Et parlant des derniers regroupements et autres, ceux qui sont de la mouvance disent que ce sont des non-événements, mais de l'autre côté, les autres disent que il faut vraiment quelque chose comme ça, il faut vraiment des mouvements comme ça pour aller contre la gouvernance en place, pour combattre telle personne ou telle autre. Je pense que c'est en fonction de la position du citoyen, c'est en fonction de la position de l'électeur qu'on donne l'appréciation qu'il faut selon qu'on est pour, selon qu'on est contre. En fait, je voudrais répondre à la question que vous m'aviez posée puisque j'avais mis beaucoup de temps à faire le préalable là. Mais il faut dire, vous êtes en train de poser un problème relatif à la perception par l'électeur de la dynamique politique ou d'un mouvement politique opéré par l'acteur politique. Justement. Et cette perception, en fait, est liée, disons, à trois principaux déterminants.
Vous savez, dans tout pouvoir politique et dans tout régime politique, notamment en démocratie, vous accédez au pouvoir politique par le truchement du vote. Ce sont les élections qui vous donnent ce qu'on appelle la légitimité. Et ce n'est que comme cela, en fait, qu'on arrive d'ailleurs à accéder aux fonctions publiques. Par rapport donc à cette légitimité-là, la quasi-totalité des électeurs béninois ne comprennent pas que le vote est un pouvoir. Ils n'ont pas cette conception des choses. Pour eux, un leader politique est un leader qui a réussi à se faire et il faut se soumettre à ce dernier-là. Mais il en est ainsi pourquoi? Parce que le vote est marchandisé. Dans la marchandisation du vote dont parlait Richard Banegas, c'est que nous votons pour vous parce que vous devez nous donner quelque chose. Vous devez nous donner de l'argent, vous devez répondre à nos besoins personnels, vous devez faire quelques actions publiques pour nous convaincre de votre efficacité et surtout de votre générosité. Et en retour, nous allons voter pour vous. Alors, celui qui arrive à mobiliser suffisamment de ressources, à les redistribuer de cette façon-là, est considéré comme un demi-dieu. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est une affaire de beaucoup de milliards et il faut avoir l'étoffe financière suffisamment dosée pour en arriver à le faire. Et disons que c'est une sorte d'équation magique et si vous arrivez à résoudre cette équation, partiellement, ou en fonction de votre fief électoral, il y a une soumission de ces électeurs-là vis-à-vis de vous. En ce moment, que vous alliez à gauche, à droite, en haut, en bas, au centre, au-dessus, en dessous, ils n'ont rien à foutre. L'essentiel est que le contrat de départ, qui est que vous devez répondre à leurs exigences et désiderata, par rapport à des problèmes de ma femme est enceinte, j'ai faim, mon fils a besoin d'une bourse, il vient d'avoir le bac, mon enfant se positionne pour candidater au concours de la fonction publique et qu'on dépose tout cela sur votre table tous les matins et que vous devez répondre. Vous pouvez adopter n'importe quelle position, votre électorat vous perçoit comme un homme politique génial et très bon. Donc, voilà le premier déterminant lié à la marchandisation du vote dont parle Richard Banegas. Nous avons ensuite ceux qui ne sont pas vos militants politiques, ceux avec qui vous n'avez aucun contrat politique. On parle des acteurs extérieurs au cadre politique, à votre cadre politique. Ces gens-là, ils ont toute la liberté et donc la distance objective nécessaire pour vous juger tel qu'ils l'entendent. Oh, tel fait trop de mouvements, on l'a vu soutenir, tel ici, hier il était avec tel, aujourd'hui il revient avec tel, il ne vaut rien, c'est un prostitué politique. Eux, ils le disent parce que les retombées politiques issues du vote politique, justement, ne les regardent pas. Et le troisième et dernier déterminant, c'est votre profil en entrant en politique. Est-ce vous, un homme d'affaires? Est-ce vous, un universitaire? Êtes-vous un engagé pour la cause nationale? Ce profil que vous avez en entrant en politique vous suit pour la plupart du temps et je ne vous apprends rien en vous disant que l'une des spécificités du Bénin est que lorsqu'on échoue quasiment partout, on atterrit, on pose ses valises en politique, on essaie de trouver de la prébende pour pouvoir fidéliser les gens. Ce n'est toujours pas une question d'idées à apporter, de pertinence en termes de connaissance des processus pour pouvoir créer et induire le développement. C'est une affaire en fait, on fait son investissement et on attend le retour sur investissement. On va aborder maintenant les autres éléments constitutifs de ces comportements électoraux avant d'en venir au cas récent, au cas, je dirais en instance, le cas Yahi Azanaï. Alors, docteur Emetiefa, quels sont les autres éléments constitutifs des comportements électoraux? Bon, nous avons déjà parlé des mouvements politiques. Nous avons ensuite parlé de la marchandisation du vote. Je voudrais qu'on parle quelque peu de la négociation et du chantage à l'aune des politiques publiques. Je définis les politiques publiques comme Waswell, qui dit que c'est la réponse des demandes des populations aux problèmes qui se posent. Donc, une politique publique est élaborée en vue de répondre aux besoins des
population. Alors on a la politique publique de l'eau, la politique publique de la santé, la politique publique agricole et tout ce que vous voulez. Il arrive que les animateurs de la vie politique ou les acteurs politiques engagés à la recherche du pouvoir politique à tout prix négocient avec les politiques publiques ou font du chantage aux électeurs avec les politiques publiques. Si vous ne votez pas tel, nous n'allons pas vous donner la route que vous demandez depuis. Si vous voulez continuer par avoir les microcrédits aux plus pauvres, il faut que vous votiez tel. Si vous votez tel, l'école qui manque depuis et dont vous êtes en train de souffrir, nous allons finir par l'installer. Si vous ne votez pas tel, nous n'allons pas installer le centre de santé et notamment la maternité et vos femmes continueront pas à mourir en donnant vie. Donc vous voyez, on peut agir également sur les déterminants des politiques publiques depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre et au suivi évaluation pour pouvoir également faire de la politique. Mais de ce point de vue, le processus de mise à l'agenda politique est totalement biaisé. Parce qu'en fait, la mise à l'agenda politique, c'est quoi? C'est que l'acteur politique élu, investi donc dans des fonctions publiques, disposant d'un agenda politique public, est porteur opérationnel de l'action publique du développement. À partir de ce moment, ce n'est pas seulement lui qui dit les priorités. Il tient compte des besoins tels que exprimés depuis la base. Donc, de ce point de vue, il y a le lobbying social, la pression sociale des citoyens quant à communiquer autour des problèmes qui sont les leurs pour les remonter aux acteurs politiques idoines pour que ces besoins-là soient pris en compte dans l'action publique globale. Très bien. Stéphane Oussougan, oui. Et les transhumants, c'est vrai, le docteur se refuse. Bon, moi, j'ai jamais posé aussi le thème là, transhumance, c'est utilisé pour les bêtes. Pour les bêtes, oui. Alors, donc, les mouvements politiques, les mouvements politiques que nous notons au sein de l'Anderlo politique béninois, alors, dépendent-ils des acteurs même, cela s'impose à eux? Je vais dire, ça s'impose à eux, ça dépend d'eux. Ça s'impose à eux parce que, étant donné qu'on n'a pas d'idéologie, l'idéologie, la seule idéologie que le politique béninois, le politique africain, c'est la démagogie ou après l'intérêt. Donc c'est ce après quoi on court. On ne court pas pour peut-être forcément privilégier l'intérêt général. Sinon que dans des situations où tu as combattu quelqu'un dont tu n'as pas épousé le projet de société et qu'au lendemain de son élection, tu trouves que maintenant il est la bonne personne à gérer à conduire le pays au développement. Moi, je pense que qu'est-ce qui a changé dans ce laps de temps pour que d'hier à aujourd'hui, tu puisses penser que ce que tu avais trouvé mauvais hier est devenu bon. Et s'il y a une métamorphose à cela, je me pose toujours la question, j'arrive pas à comprendre. Et donc, je pense que de ce point de vue, ça dépend d'eux parce que il ne s'impose pas une idéologie. À défaut d'une idéologie, il faut quand même s'imposer une conscience professionnelle ou bien une conscience politique. Même si un acteur politique a dit qu'il n'y a pas d'éthique en politique, je pense que la morale que nous-mêmes, nous devons nous imposer devrait quand même nous amener à être constants dans notre combat politique. Et en cela, je ne le trouve pas auprès des acteurs politiques. Et ça, je pense que tout ce qui le tient à cœur plus, c'est l'intérêt personnel, c'est l'intérêt particulier et non l'intérêt de la population, non l'intérêt général. Pas toujours. Bon, pas toujours. Oui, le plus souvent. Vous rappelez-vous cette phrase de Lazare Serrutor à l'avant-veille, je dirais, ou à la veille de la présidentielle de 2006, qui disait que si le peuple se trompe, il faut se tromper avec le peuple. Oui, justement. Et là, si le peuple vous ne direz pas que c'est pour son intérêt, là. Justement, si pour le peuple. Oui, maintenant, si vous conduisez quelqu'un qui ne portait pas en tant que tel les idéaux d'un politique d'alors. Oui, mais est-ce que c'est trompe? Est-ce qu'il est là pour le peuple et que le peuple porte celui-ci, ben il se permet de se tromper. Oui, justement, est-ce que se tromper est une vertu? Je ne pense pas. Et donc, si je pense que en tant qu'acteur politique, il doit être un guide pour les populations et autres, et que les populations arrivent à se tromper et que dans leur décor, ils trouvent qu'il n'y a pas mieux à faire
de les accompagner. Je pense qu'en cela, on n'a vraiment pas d'idéologie. Sinon, le politique qui s'impose une idéologie, que ce soit A qui soit élu, que ce soit B qui soit élu, si l'idéologie n'est pas respectée, il se cas de la gestion du pouvoir. On l'a vu. On a vu le cas récent en France avec Nicolas Hulot, qui a trouvé que la politique appliquée par Emmanuel Macron ne tient pas compte de l'écologie. Lui se réclame écologique et depuis son combat et autres, il a été animateur de télé. Son combat, c'était l'environnement, c'était l'écologie. Et il a trouvé que les politiques mises en place ne sont pas favorables à la préservation de l'environnement. Il a claqué. Ici, on tient plus aux primes, on tient plus aux indemnités et on s'accroche. Que ce soit ce que, qu'est-ce que soit ce que l'on dit. Il y a des paramètres lointains dans le justement, cas de l'eau. Oui, des paramètres lointains. La preuve, on a vu que c'est un homme idéologique parce qu'il a pris tout le temps à résister à 3 présidents qui ont précédé Emmanuel Macron, à Jacques Chirac, à Nicolas Sarkozy et récemment à François Hollande. Mais il a accepté parce qu'il croit que Emmanuel Macron est en train de porter une autre idéologie, même si lui-même ne se réclame pas en quelque sorte d'une idéologie. Je pense que nos acteurs politiques, étant donné que nous avons souvent l'habitude de calquer nos faits, nos actes politiques ou bien nos documents politiques sur le modèle français, doivent aller à cette école et trouver que, au-delà de mon intérêt, il faut quand même faire venir l'intérêt républicain, l'intérêt général. Docteur Emechefa, quand le politique se retrouve à jouer la girouette, quand, je dirais, les mouvements électoraux lui dictent la conduite à tenir, alors, quelle lecture ou quelle leçon donne-t-il en ce moment au peuple? Non, si ce sont les mouvements électoraux qui le guident, c'est bien. Si ce sont les mouvements électoraux qui guident un acteur politique, c'est ça l'idéal. Parce que en ce moment, il fait la volonté de ses électeurs, qui n'est nulle autre chose que la volonté politique. Permettez-moi de revenir sur un ou deux aspects que vous évoquiez tout à l'heure. En politique, il y a une éthique. Philippe Brault, le père de la sociologie politique, parle de l'éthique politique. L'éthique politique, c'est quoi? C'est l'ensemble des vertus que vous développez à l'intérieur pour servir la République. Il y a une éthique, docteur, il y a une éthique livresque, mais est-ce que l'éthique est exprimée? Ailleurs, on parle d'évaluation politique, on parle de redevabilité. Vous ne pouvez pas être détenteur d'un mandat public et ne pas rendre compte. La reddition de compte, la redevabilité. Ceux qui vous ont accordé... Le mandat, ce n'est pas pour vous. Le pouvoir est pour le peuple. Il en est l'unique détenteur. Et c'est lui qui le donne à qui il veut. Pas un processus de vote. Personne n'en a le titre foncier, à moins qu'on ne veuille pas faire de la démocratie. Dès qu'il en est ainsi, lorsque vous exercez un mandat public, vous devez rendre compte périodiquement. Et ceux à qui vous rendez compte ont le droit de participer, de vous censurer. Qu'est-ce qu'on appelle participation sociale ou qu'est-ce qu'on appelle participation communautaire des acteurs? C'est le mécanisme qu'ils mettent en place pour pouvoir vérifier la qualité des services publics à eux rendus et exiger plus. Lorsqu'on prélève des taxes chez vous, en tant que citoyen, en tant que bon citoyen, vous devez payer vos taxes, vous devez payer vos impôts. Comment ils sont gérés? Qu'est-ce qui est collecté? On doit vous faire le point. Qu'est-ce qu'on en a fait avec? On doit vous faire le point. Ça, c'est pas livresque, ça. Vous insistez sur le fait qu'il y a une éthique en politique. Mais c'est pas moi qui le dis. Je vous ai dit, les auteurs qui en ont parlé. Oui, mais est-ce que nous faisons usage de cette éthique en politique? Mais vous avez vu comment nous sommes. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment nous sommes. En fait, l'électeur béninois en est toujours à l'ignorance politique. Il ne sait pas qu'il est détenteur du pouvoir politique. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'éthique qu'en période électorale, on peut déposer de l'argent n'importe comment. Vous pensez qu'ailleurs, vous êtes libre d'injecter au sein de l'arène politique le nombre de milliards que vous pouvez? Vous n'en avez pas le droit. Le code électoral vous l'interdit. Nous avons compris depuis peu que l'électeur ne reste plus aussi au rang que ça. L'électeur a compris déjà qu'il détient une force et que sa force dans les urnes. Elle l'a exprimé depuis, comment le Béninois, depuis deux élections présidentielles. Comment l'électeur béninois a compris ça? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas vu d'indicateur réel par rapport à ça. Donc, j'ai vu quelques tentatives, mais je n'ai pas vu d'indicateur. Vous l'avez lu à l'élection qui a porté le président Talon. Écoutez, vous avez lu les stratagèmes, je dirais le climat qui a prévalu. Si on va faire le jeu des acteurs là, oh mon Dieu, vous serez étonnés. Lorsque
ça c'est pour être précis là-dessus, parce que bon, c'est pas la trame de ce débat à mon avis. Lorsque, par les erreurs des uns, les autres trouvent l'ouverture nécessaire pour s'imposer, et que le peuple est dans le dilemme, vous voulez que le peuple fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Il y a pas... En fait, vous savez, une élection en fait n'a lieu, présidentielle surtout, qui est la rencontre d'un homme avec un peuple, n'a lieu autour des idées politiques mentionnées et contenues dans un projet de société. C'est ça que vous aviez vu en 2016. Vous aviez vu un débat politique autour de projets de société où ce qui était l'enjeu, c'est comment mettre en place de sérieux mécanismes pour construire ce pays. C'est ce que vous avez vu. Il y a eu des projets de société, docteur. Mais il y en a toujours eu ici. C'est pas ça qui fait le problème. Vous donnez des stylos, vous donnez même des stylos à des étudiants, tout de suite ils vont vous griffonner. Il y a eu des projets de société. Moi je ne parle pas de ça. Moi je parle pas de ça. Il y a une démarche méthodologique pour élaborer un projet de société. C'est une affaire de collecte de données pour rendre compte des aspirations d'un peuple. Revenons maintenant au cas spécifique, la réconciliation, enfin, de la, dit-on, réconciliation, parce que c'est en instance, c'est pas consommé encore, de la réconciliation entre Yahi et Azanaï. En quoi cela consiste-t-il? Vous avez su le dire, la présumée réconciliation. Donc je préfère être prudent parce que dans ma science, on ne statue que sur des faits, pas sur ce que l'on imagine. Même si les négociations sont très avancées. Ah, je ne sais pas. À en croire les acteurs. Je n'ai vu aucune négociation. À en croire les acteurs. Je n'ai vu aucun négociant et je n'ai vu aucun terme de négociation. On s'en tient au point de presse. Bon, nous allons à la conférence. Nous allons conjecturer. Justement. Nous allons conjecturer. Et ce ne sera pas que de la supputation, parce qu'il y a tout au moins un fait. Oui, moi je ne suis pas journaliste. Les négociateurs sont sortis. Je vous l'ai dit, moi je suis universitaire. Alors, ceux qui m'ont formé sont encore en vie. Bien. Donc on pourrait me reprocher de parler de ce que j'imagine et non de ce que j'ai vu, de parler de faits politiques. Bon, mais sur un aspect donné, vous avez raison, parce que c'est un fait politique. Disons la tentative ou la présumée réconciliation entre candidat Azanaï et Boni Yahi peut être considéré comme un fait politique à survenir et à se confirmer plus dans le temps. Ce qui est important que je dois rappeler, c'est que ces deux acteurs ont un passé très lourd que nous connaissons. Combien de téléphones Android n'ont pas contenu les deux messages vocaux d'attaque des uns et des autres, ou de l'un et la réplique de l'autre? Pas politesse, parce que je suis un être humain bien élevé. Pas politesse, je me garde de rappeler les diatribes qu'ils se sont lancés et qui soient sincères. C'est pas digne d'homme politique ayant en charge la conduite de l'action publique. Donc vous savez qu'ils sont allés à des extrêmes qu'on ne devrait pas aller. Bien. Dans de pareilles conditions, qu'on apprenne qu'ils veuillent se réconcilier, cela doit nous intéresser au plus haut niveau. Qu'est-ce qu'il y a de si fort qui a déjà aplani les divergences que nous connaissons hier, où ils sont allés à des extrémités indescriptibles, et qui aujourd'hui, ils reviennent pour passer l'éponge sur tout cela? Est-ce profond ou bien ce n'est que simple saupoudrage? Est-ce une alliance de circonstances ou bien est-ce stratégique? Est-ce stratégique ou juste c'est une alliance politique telle que Maurice Duverger en parlait? On s'allie juste pour une cause donnée, c'est de cela qu'il s'agit. Et sera-t-il encore un pardon de façade comme l'autre? Mais bien sûr, un pardon de façade. C'est-à-dire que derrière, il y a quelque chose d'autre. Il y a d'autres motivations, mais on met devant une sorte de raison ou de motif pour se retrouver. Donc, voilà le cadre qu'il faut comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette réconciliation va consister en quoi? Ça va consister en ce que désormais, les deux se retrouvent ensemble, au sein d'un même creuset, apportent des idées, les polices, et en face, un produit politique en vue d'une stratégie politique pour atteindre un but politique. C'est en cela que consiste la réconciliation. Les deux peuvent se retrouver autour
d'une même table, avec ou sans d'autres acteurs, déposer leurs idées en toute confiance, sans risque que ces mêmes idées-là soient trafiquées, vidées de leur contenu, vendues ou relayées aux adversaires, communs ou non, qu'ils ont. Voilà ce en quoi consiste la réconciliation. Autrement dit, fumer le calmer de la paix. Et je crois que ce n'est pas une tâche aisée pour des gens qui, par le passé, ont déterré la hache de guerre et l'ont suffisamment manipulée. Stéphane Oussougan, dans une perspective religieuse, on applaudirait, puisque c'est ce que recommandent les Écritures saintes et autres, oui. Mais nous sommes ici en politique. Oui, bon, je pense que quand ils parlent de réconciliation, ils n'ont pas qualifié la réconciliation dont il s'agit, ils n'ont pas dit réconciliation politique ou bien sociétale, mais je pense que du point de vue sociétal, c'est à apprécier. Parce que la société n'aurait pas aimé que deux de ses membres se voient en chien de faïence, comme on le dit, ou bien se voient en chien et chat. Et je pense que il faut quand même, même si c'est un début, il faut quand même apprécier le fait. Mais apprécier le fait, c'est vraiment difficile de se pardonner. Moi, je dis que la confiance, c'est une bûchette d'allumettes. Ça ne s'allume pas deux fois. Ça ne fait pas deux essais. Je pense que le docteur l'a rappelé tout à l'heure. Ils ont eu un passé qui sera vraiment difficilement consommable, qui sera difficilement effaçable. Mais ça, c'est eux. C'est eux qui se sont lancés des diatribes. S'ils estiment qu'ils peuvent se les pardonner, c'est tant mieux. Mais je pense que parler de réconciliation, c'est quand même un fait politique qu'il faut quand même apprécier. Au-delà de l'aspect politique de l'événement, il faut quand même voir l'aspect sociétal pour savoir que, il faut quand même encourager une telle initiative, même si c'est après pour aller à des combats politiques contre des gens ou bien contre un ennemi commun et autres. Je pense, de mon point de vue, que Azanaï et Yahi ensemble aujourd'hui, ou bien remis ensemble, ou bien en train d'être remis ensemble, c'est apparemment impossible, mais je me rends du point de vue compte de jour en jour que l'impossible n'existe pas en politique. On a vu des gens qui, pendant les élections, les campagnes des élections présidentielles passées, qui aujourd'hui, députés, se réclament du BNP, qui ont attaqué ouvertement le chef de l'État en présence, pas des mots et autres qui ne sont pas vraiment pas dignes, ou bien qui ne sont vraiment pas courtois. Mais aujourd'hui, au lendemain, ils se sont retournés avec lui, ils se sont mis ensemble avec lui pour dire que c'est la personne la mieux placée pour développer ce pays. Je pense que si on avait vraiment d'idéologie, c'est vrai qu'il n'y a pas d'idéologie absolue, tout est toujours relatif. Même en France, c'est pareil. Ça me rappelle le cas de Nicolas Sarkozy en 2012, qui, se retrouvant face à François Hollande, a eu le temps, qui pendant la période, la campagne pour les premiers tours, a dit que le Front National était une grande gaine pour la République, pour la nation. Oui, mais les diatribes, il y en a toujours. Oui, mais les réquisitoires. Oui, mais entre les deux tours, il a dit que Marine Le Pen était compatible avec la République juste parce qu'il voulait des voix de l'extrême droite pour se faire élire. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'idéologie absolue, il n'y a que d'idéologie relative. Cependant, il faudra quand même qu'on en arrive là parce que, à mon avis, c'est la seule clé de développement. Si chaque acteur doit aller au gré de son intérêt, l'intérêt général sera toujours bafoué. Et par rapport au cas Azanaï, Yahi, c'est un fait qu'il faut apprécier. On voudrait vraiment qu'au-delà de l'aspect politique, ils aillent au fond pour vraiment se pardonner parce que, comme vous l'avez dit, la Bible nous enseigne le pardon, la miséricorde. Non, je voudrais souligner quelque chose. Oui, docteur Kifa. En France ou aux États-Unis ou dans les grandes démocraties telles qu'on en parle, les diatribes que vous avez vues là, c'est par rapport à leur vie privée, c'est par rapport à des intérêts personnels, ce sont des diatribes idéologiques. Et là-bas, on parle de lignes idéologiques rigides. Les socialistes disent, par exemple, en France, ou les gauchistes disent qu'il faut faire de la solidarité. Il faut créer la richesse et redistribuer. Il faut suivre les ouvriers, il faut suivre les travailleurs. Il faut être regardant sur comment il faut distribuer la richesse pour qu'il y ait l'équité. Ils n'ont pas dit une chose, ils n'ont dit que ça. Et ils ne diront que ça. La droite, par contre, dit qu'il faut être républicain, qu'il faut amasser de l'argent et savoir distribuer, et que l'équité dont on parle ne saurait exister, et que la solidarité doit être repensée autrement. Vous voyez, ils ne diront jamais une autre chose, ils ne diront que ça. Et c'est autour de cela qu'il y aura diatribe, pas en entrant dans leur vie privée. Qu'est-ce qu'on fait ici?
On dépose toute idéologie de côté. D'ailleurs, il n'y en a pas. Il faut qu'il y en ait d'abord pour qu'on dépose de côté. Et on entre dans la vie privée et on commence par se dire tout ce qu'on ne devrait pas se dire. Ça pose également un problème d'éthique, de l'éthique de ceux qui entrent en politique et qui sont chargés de construire l'action publique. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si on fait le parallèle, c'est très sérieux. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est que ce qu'on est en train de nous proposer n'est pas tout à fait ce qui répond à des normes en termes d'éthique. Que des gens qui se soient combattus sur des lignes idéologiques, des idées politiques, des méthodes de développement du pays, je n'ai rien contre. Et que ces gens-là se retrouvent demain parce qu'ils trouvent que je peux prendre une partie de l'idée de l'autre, apporter à mon idée à moi pour en faire un produit. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Mais qu'on se retrouve de façon circonstancielle parce qu'on a un ennemi commun à abattre, de mon point de vue, ce n'est pas éthique. Et j'ai déjà dit, il y a ce qu'on appelle l'éthique politique. On a vu par le passé la fine intelligence de Albert Tevoidre, en griffe digne faiseur de roi. Le renard. Le renard. Et entre-temps, Candide Azanaï s'installe depuis peu maintenant comme l'actuel faiseur de roi. Et il nous a fait venir, entre griffes, hein, je dis nous a fait venir pas lui seul. Qui ça? Non, je demande. Il y a Iboni, puis après Patrice Talon. Maintenant, il continue autre, je dirais, une nouvelle aventure. Pour finir, hein, docteur Aimé Tchefa. Alors, comment le citoyen lambda, le citoyen ordinaire, comprend-il ce rôle de girouette? Non, en sociologie politique, un faiseur de roi, c'est qui? C'est quelqu'un d'abord qui est allé aux élections et dont l'apport est déterminant à l'élection du chef de l'État. C'est ça que vous avez vu là. Vous avez vu candidat. Nous appelons communément faiseur de roi, docteur Aimé Tchefa, oui. Nous appelons communément faiseur de roi, quelqu'un, un influenceur, un influenceur à la trempe de Albert Tevoidre qui recommande. Non, ils sont peut-être des éminences grises ou des hommes de stratégie. Ils ont de la stratégie, ils en sont experts en la matière, ils vous vendent leur matière grise. Basta, je suis d'accord. Ils le réussissent bien. Jusque-là. Bon, c'est ceux à qui ils vendent qui diront s'ils ont réussi ou pas. Ce n'est pas moi mon rôle de dire s'ils ont réussi. Si quelqu'un vous a vendu un produit, c'est à vous de dire si le produit est bon ou pas. Oui. Mais ce que je sais, le faiseur de roi, il est allé aux élections comme vous, il a capitalisé, il a réussi à collecter un suffrage important qui a été déterminant pour votre élection. Et avec lui, vous avez un accord et vous le coupez ce qu'il aurait exigé avant de vous soutenir. C'est ça que vous avez vu ici. On a coupé à Azanaï ce qu'il a demandé. Non, on lui a coupé ce qu'on veut. Il n'était d'ailleurs pas d'accord pour la portion à lui couper. A rompu les amarres avec son frère et ami. C'est ça que j'ai vu. Je vous ai dit, moi, je n'ai pas de position. Je suis universitaire. J'applique les théories de sociologie politique et je rends compte de ce que j'observe. Oui, et ce serait pour moi un plaisir de vous retrouver au lendemain de la conclusion de ces négociations. Et là, je pense que la lecture sera beaucoup plus concrète, plus scientifique, pour lire maintenant les entraves, les contraintes et les conditions, et quels seraient peut-être les buts, les objectifs d'une telle union, enfin d'une telle réconciliation. Stéphane Oussougan, c'est la fin de ce débat, faire croiser votre mot de fin. Oui, bon, c'est pour dire que nous sommes en train d'observer ce qui se passe sur la scène politique. C'est vrai que ça ne répond toujours pas des normes scientifiques, mais on est obligé de faire avec parce que le politique n'est jamais scientifique. Et la preuve, docteur, vous allez voir que vos collègues qui quittent l'université ne sont toujours pas scientifiques sur la scène politique. Et donc, il y a des paradigmes sur la scène politique qui contredisent forcément les données scientifiques. On est obligé de faire avec. Cependant, les rythmes politiques. Justement, cependant, dans la peau d'universitaire, vous êtes obligé de rappeler ce qui doit être, même si ce n'est pas toujours cela qui est observé. Parce qu'on a vu que on se demande si vraiment ils sont universitaires. On a vu des gens qui quand même ont un bagage intellectuel colossal pour quand même propulser le développement. Mais on a vu que compte tenu des intérêts en jeu, ils préfèrent laisser la science de côté et faire la politique malheureusement au détriment du développement du pays.
Docteur Aimé Tchefa, Oui. dernier mot. Oui, je voudrais vous dire que je suis tout à fait conscient de ce que dit M. Oussouga. Il y a les réalités de l'arène politique. Et Bro Philippe définit l'arène politique comme un champ de combat perpétuel avec des stratégies en vue d'obtenir le pouvoir politique. C'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je ne vous apprends rien en vous rappelant que Candide Azanaï a eu pour maître Nicéphore Soglo. Et qu'entre-temps, il était opposé à Albert Tevoye, puisque celui-ci opposé à son maître. Et que Boni Yahi, il a été son ministre et qu'ils étaient amis. Et que Patrice Talon, son frère et ami, il a rompu les amarres avec lui. Faites le point de ce que je viens de vous dire pour tracer l'itinéraire ou le parcours politique de chaque acteur politique au Bénin. Et je ne peux que tirer comme conclusion que nous avons besoin de plus en plus d'éthique en politique. Et il faut que le citoyen béninois soit beaucoup plus regardant et exigeant sur la participation, la redevabilité et surtout le contrôle citoyen de l'action publique à lui proposée ou offerte. Merci, docteur Aimé Tchefa. Vous êtes socio-anthropologue, coordonnateur du forum Regard Scientifique, un forum 100% socio-anthropologue. Oui, c'est bien sûr. Sciences sociales. Merci à vous, merci pour la disponibilité. Stéphane Oussouga, merci et bon retour. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Dynamisme Info, dont le directeur de publication se refuse jusque-là je suis avec vous, donc il est avec vous. D'honorer sa présence, un des numéros, mais il y sera très bientôt. Il me l'a promis il y a quelques jours encore. Bonne journée à vous.